Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Le 25 novembre, la Roumanie votait pour élire son prochain président et c'est Călin Georgescu, un outsider d'extrême droite, qui est arrivé en tête du premier tour avec 23% des suffrages. Opposé à l'aide à l'Ukraine, réputé pro-russe, anti-OTAN et anti-vax, il a battu, grâce à sa campagne organisée quasi exclusivement sur TikTok, le Premier ministre en poste, le social-démocrate pro-européen Marcel Ciolacu. Pourtant favori des sondages, celui-ci n'est arrivé que troisième. Éliminé, il ne participera pas au second tour, qui opposera donc Georgescu à Elena Lasconi, une femme politique centriste, maire d'une petite ville roumaine, pro-OTAN et pro-Europe. Alors nul ne peut prédire qui sera le président de cet État de l'Union européenne, voisin et soutien important de l'Ukraine, et qui abrite de nombreuses structures de l'OTAN. Une victoire de Georgescu inquiète à Kiev, déjà affaibli par la victoire de Donald Trump, dont l'arrivée à la Maison-Blanche en janvier prochain pourrait profondément changer la nature du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Ukraine qui a d'ailleurs désormais le droit d'utiliser des missiles américains, anglais et français pour frapper la Russie. Une autorisation attendue depuis longtemps par Kiev, mais qui tend Vladimir Poutine de plus en plus menaçant, on va le voir. Mais pour commencer, Jean-Marie, Alain, je vous propose de nous arrêter un instant sur les résultats de l'élection à Bucarest. Le prochain président pourrait être d'extrême droite et pro-russe. Quel impact cela pourrait avoir sur le conflit en cours, Alain ? Cela pourrait avoir un impact assez déterminant dans la mesure où, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis février 2022, la Roumanie est un soutien résolu de Kiev. La Roumanie abrite 3 bases de l'OTAN. La Roumanie abrite 1000 soldats français. La Roumanie participe activement à l'acheminement par bateau des exportations de grains de l'Ukraine qui ont considérablement remonté grâce à une ingéniosité invraisemblable des Ukrainiens. Les Ukrainiens continuent à arriver à exporter du grain, du blé, mais il leur faut pour cela l'aide de la Roumanie, de ce pays frontalier qu'est la Roumanie. Donc oui, ça peut jouer un rôle important si au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN même, il pourrait y avoir maintenant 3 pays, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, qui sont résolument pro-Poutine et qui veulent que l'Union européenne renonce aux sanctions sur l'Ukraine et abandonne son aide militaire et civile à Kiev. Donc oui, ce n'est pas encore joué. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est dimanche 8 décembre. Le 1er décembre, nous aurons les législatives. Il n'est pas exclu que les élections législatives soient remportées par des centristes pro-européens et pro-OTAN. Donc rien n'est véritablement joué encore en ce qui concerne l'exécutif roumain, où le Premier ministre est l'opérateur de l'exécutif, plus que le président, même si le président joue un rôle important. Mais si on regarde les élections d'un peu plus près encore, on se rend compte que non seulement ce Călin Georgescu a remporté 23% des suffrages, mais un autre candidat d'ultra-droite, lui aussi pro-russe, lui aussi anti-système, souverainiste, a remporté pas loin de 14% des suffrages. Ce qui fait qu'on tourne au sein de la Roumanie, pays important pour l'OTAN, pays important pour l'Union européenne, autour d'un électorat qui à 40% serait contre l'Union européenne, contre l'OTAN et contre le soutien à l'Ukraine. Alors oui, c'est très intéressant et ça rend d'autant plus difficile pour analyser le second tour de savoir que ce candidat d'ultra-droite dont vous parlez, Alain, était censé être au second tour. Il était censé être le second dans les sondages. Le premier était censé être le Premier ministre social-démocrate suivi de ce candidat d'ultra-droite. Ce qui est intéressant aussi, Jean-Marie, c'est que le peuple roumain est plutôt globalement dans son ensemble pro-OTAN et pro-européen et assez éloigné finalement des positions de Georgescu. Oui, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans pas mal de pays avec la montée des extrêmes droites, et donc où il y a une majorité qui est hostile à cette montée et une minorité qui est très active et qui sert de relais au fond à l'offensive de Vladimir Poutine. Et de ce point de vue-là, il faut avoir en tête un élément fort de contexte, c'est que tout le monde a compris, je pense, que Trump ou pas Trump, les États-Unis s'éloignent de l'Europe.
et s'éloigneront sur le long terme de l'Europe. Et donc, ça renvoie l'Europe à ses propres responsabilités et ça réactive toute une partie des opinions, notamment situées à l'extrême droite, qui, au fond, étaient prêtes à se ranger derrière la Russie, qui sont fascinées par le modèle poutinien, qui sont... Vous savez, le discours traditionnel qu'on entend en France en disant « mais la Russie est en Europe, donc de toute façon on ne pourra pas être séparé de la Russie, il faut parler avec la Russie, ainsi de suite ». Ces phénomènes-là se produisent un peu partout. Alors ce qu'il faut savoir pour se rassurer, c'est que on peut basculer dans un camp et on en revient. Par exemple, la Pologne, qui avait vécu un virage très à droite et limite anti-européen d'ailleurs dans ses comportements, est finalement revenu sur son axe et est devenu aujourd'hui un pilier de la surveillance et de la résistance à l'expansionnisme poutinien. Donc il faut souhaiter pour la Roumanie qu'elle suive aussi le même chemin. Mais vous voyez, avec la répétition de ce que l'on a, la Roumanie, c'est un schéma qu'on a connu en Géorgie où il y a une présidente qui est pro-européenne et un gouvernement qui vient de venir des urnes et qui est anti-européen et pro-russe. Alors il faut faire attention que tout n'est pas comme en Hongrie avec un président omnipotent comme Viktor Orban. La plupart du temps, dans ces pays, il y a un président et ce président joue un rôle de représentation, joue un rôle d'incarnation. Ce sont plus des présidents à l'italienne que des présidents à la française. Donc après, il faut bien regarder ce qui se passe aux législatives et dans les gouvernements. Donc ça peut être positif comme ça peut le devenir ou le redevenir en Roumanie. Ça peut être négatif comme en Géorgie, où c'est au contraire le gouvernement qui prend des options anti-européennes. Donc on est là dans ce paysage où il y a à la fois la conscience de l'éloignement définitif, en tout cas de l'éloignement sûr et certain des États-Unis du continent européen, et où il y a un expansionnisme poutinien, russe, qui marque des points sur le plan extérieur et qui marque des points dans la guerre, par ailleurs, qu'elle mène en Ukraine. Donc c'est cela qu'il faut considérer. La Géorgie a été citée par Jean-Marie Alain. Effectivement, c'est un des pays qui, comme la Slovaquie, comme la Hongrie et donc peut-être la Roumanie, est en train de prendre cette distance par rapport à l'Union. Alors, la Géorgie n'est pas dans l'Union, mais elle avait lancé un processus d'adhésion à l'Union européenne qui est pour l'instant suspendu. Que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, ce qui se passe là-bas, si vous voulez, c'est qu'il y a maintenant depuis 12 ans une équipe gouvernementale, un parti gouvernemental qui s'appelle Rêve géorgien, qui a recueilli, selon lui, aux dernières élections d'octobre, 54% des suffrages, et résultat qui est contesté par la présidente, résultat qui est contesté par les partis pro-européens et pro-OTAN d'ailleurs, qui existent en Géorgie. Et puis, la présidente, qui est une ancienne diplomate française, qui a eu longtemps la double nationalité, qui a dû abandonner sa nationalité française pour présider à son pays lorsqu'elle s'est présentée aux élections, Salomé Zourachvili, elle est résolument pour l'Union européenne. Il se passe depuis hier soir des manifestations dans toute la Géorgie parce que le gouvernement, dominé par ce parti Rêve géorgien, à l'issue des élections qui sont contestées en octobre, ce gouvernement vient de prendre une décision qui est de dire « nous ne reprendrons pas les négociations sur l'adhésion à l'Union européenne avant 2028 ». Autrement dit, on les repousse. À vrai dire, ces négociations étaient au point mort. Elles étaient au point mort parce que en mai 2024, si je ne me trompe pas, le parti, donc ce parti pro-russe, Rêve géorgien, au printemps 2024, a fait voter une loi qui s'appelle la loi sur l'influence étrangère, qui qualifie quasiment, qui relaie au rang d'espionnage ou de trahison toutes les ONG qui peuvent être soutenues par des financements étrangers. Qui est un décalque de la loi russe. Qui est un décalque de la loi russe et qui est un décalque d'une loi qui existe en Hongrie et qui a fait fuir toutes les grandes ONG qui pourtant avait aidé Viktor Orban lorsqu'il était dans l'opposition, qui a fait fuir toutes les grandes ONG de Hongrie. Eh bien, vous avez ce lent processus qui est toujours le même, qu'on avait d'abord vu à l'œuvre en Ukraine en 2014. Attention, à un moment, le président décide que finalement, non, on
On va pas aller vers l'Union européenne sous la pression de Moscou, ce qui déclenche les émeutes et les manifestations de la place Maïdan, manifestations auxquelles la Russie réplique en annexant la Crimée. Donc, vous voyez constamment une pression russe par partis politiques interposés pour empêcher le rapprochement avec l'Occident. L'Occident étant matérialisé, représenté par à la fois l'Union européenne et à la fois l'OTAN. J'irai même plus loin. Vous avez la même structure de combat en Roumanie que, par exemple, en Géorgie. C'est-à-dire que derrière le candidat qui remporte les élections ou qui est bien classé, comme dans les élections en Roumanie, Călin Georgescu, vous trouvez un oligarque national, bien sûr, mais qui en général a fait fortune grâce à la Russie. Et donc, dans le cas de la Roumanie, vous avez un oligarque qui répond au nom de Bogdan Pechir, qui a fait fortune dans les circuits des crypto-monnaies et qui a été le principal soutien de Georgescu. Georgescu n'ayant pas fait campagne, il n'apparaît que sur TikTok et sans jamais que son étiquette politique ne soit mentionnée. Or, TikTok, c'est le réseau le plus populaire en Roumanie. Et donc, c'est une campagne entièrement sur une plateforme appartenant à un réseau social, dans laquelle ce monsieur, qui est un ancien haut fonctionnaire que personne ne connaissait, se présente comme candidat à l'élection présidentielle, naturellement sur les thèmes dont vous avez parlé, contre l'OTAN. Il ne masque pas son admiration pour Vladimir Poutine. Il est anti-vax aussi, et contre le soutien à l'Ukraine. Tout ça grâce au financement et à l'appui d'un oligarque roumain, Bogdan Pechir. La même chose en Géorgie, derrière Rêve géorgien, vous avez non pas le Premier ministre en place, M. Kobaridze, mais vous avez un oligarque proche de Moscou, qui est Bidzina Ivanishvili. Et donc vous avez la même structure de lutte pour empêcher ces pays de choisir d'appartenir au camp occidental. Alors d'un côté, on a la lutte d'influence russe dans les pays dont on vient de parler, et puis en Ukraine, la pression militaire de plus en plus forte. Je l'ai dit en introduction, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont autorisé Kiev à utiliser des missiles pour frapper en Russie, pour taper en Russie. Ça a été fait par Kiev avec des missiles américains. En représailles, Poutine a utilisé un missile balistique à portée intermédiaire pour frapper Dnipro le 21 novembre. Il menace désormais de le faire sur Kiev. C'est quoi ces missiles, Jean-Marie, qui sont utilisés ? Ça a fait peur et ça a fait un impact fort dans l'opinion, parce que ce sont des missiles qui sont destinés à porter des ogives nucléaires. Et donc qui sont des missiles balistiques, donc qui montent très haut dans l'atmosphère, qui redescendent à très grande vitesse, évidemment, et qui sont du coup extrêmement difficiles à contrer et à éliminer avant qu'ils ne tombent sur leur cible. Ce sont des missiles qui, normalement, doivent transporter des ogives nucléaires. Donc là, on le charge avec des ogives, avec des bombes plus classiques. Auparavant, elles étaient interdites et limitées par un traité américano-russe que Donald Trump avait dénoncé lorsqu'il était président. Et donc, il y a plus du tout de garde-fou dans ce domaine, sauf que pour accroître le sentiment qu'il faut prendre ce tir de missile très au sérieux, les Russes avaient pris la précaution d'enclencher les notifications qui sont inscrites dans la relation russo-américaine, notifications qui consistaient à dire « nous tirons un missile, mais attention, ce missile n'est pas chargé ». Oui, pour éviter qu'il n'y ait une réplique nucléaire immédiate au tir de ce type de missile. Donc c'est un effet d'affichage monstre qui est destiné principalement, je pense, aux opinions occidentales et européennes, pour leur dire si vous continuez, nous sommes au seuil d'une guerre nucléaire. Donc chacun sait qu'aucune des opinions nulle part ne voudrait enclencher ou participer à une troisième guerre mondiale. Donc c'est cela que joue Poutine dans ces affaires. Parce que par ailleurs, il y a quelque chose, moi, qui me perturbe à chaque fois, c'est que on nous dit toujours, en représailles, en réponse, Poutine décide que c'est en fait un dispositif de rétorsion ou de réponse. Mais il répond pas, Poutine. Il a attaqué. Donc, il a attaqué, il faut jamais oublier que c'est lui qui franchit les frontières, c'est lui qui annexe une partie du territoire ukrainien, c'est lui qui annexe la Crimée, c'est lui qui veut aller plus loin, qui veut neutraliser l'Ukraine dans son ensemble. Donc, les autres, ce sont simplement de la légitime défense et c'est pas une histoire de provocation parce que la thématique utilisée par la Russie
et qui frappe dans certains secteurs de nos opinions, consiste à dire, vous voyez, vous escaladez. Mais personne n'escalade. Celui qui a escaladé, c'est Vladimir Poutine, et l'Ukraine est dans son droit en essayant de se défendre. Et nous sommes dans notre droit en essayant de les aider à se défendre. Pour compléter ce que dit Jean-Marie, ce qui est assez intéressant avec ce missile à portée intermédiaire, c'est qu'il peut taper entre 3000 et 5500 km à partir de son pas de tir. Il n'avait pas besoin d'une telle portée pour taper Dnipro ou même pour taper Kiev, donc c'est clairement, Alain, un message destiné à l'Europe et aux États-Unis. Oui, la caractéristique de ce missile, c'est qu'il est à tête multiple. Donc c'est très difficile pour la défense antiaérienne. S'il ne l'arrête pas avant qu'il ne libère ses têtes multiples, s'il ne l'arrête pas, c'est très difficile d'avoir un système antimissile contre... On peut en avoir un, mais c'est très difficile d'avoir un système antimissile contre un engin à tête multiple, celui qui est tombé sur Dnipro, qui n'était pas chargé ni en tête nucléaire, ni en armes conventionnelles. Et donc, c'était pour dire, attention, nous avons, nous, en stock, des missiles plus puissants qui peuvent encore faire du dégât. Moi, je crois que ça fait partie, pour compléter ce que disait Jean-Marie, avec lequel je suis tout à fait d'accord, les Ukrainiens ne font que se défendre, on l'oublie, y compris lorsque les Ukrainiens reçoivent l'autorisation d'utiliser les armes occidentales qu'ils possèdent pour tirer à l'intérieur des lignes russes, puisque c'est de l'intérieur des lignes russes que sont bombardées tous les soirs les villes d'Ukraine, donc ils ne font que se défendre. Mais je crois que la stratégie de Vladimir Poutine est plus intelligente, si l'on peut dire que ça. Elle vise à faire peur. Il faut faire peur aux opinions publiques occidentales. Il faut leur faire peur et cela fait apparaître en plus, autre avantage, cela fait apparaître Donald Trump, lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche le 20 janvier, comme un homme de paix, celui qui va imposer une négociation et l'arrêt de la guerre. Donc c'est aussi quelque chose qui favorise Donald Trump, lequel Donald Trump a nommé un général à la retraite qui est très proche de lui, Keith Kellogg, qui a été un court moment en 2017 son conseiller national à la sécurité à la Maison-Blanche. Il l'a chargé d'être l'homme qui doit organiser une négociation russo-ukrainienne. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir dans quel esprit le général Kellogg va entamer sa mission. Alors, tout le monde cite une rare déclaration qu'il a faite à ce sujet. Il a dit il faut que les Ukrainiens comprennent que l'aide militaire américaine suppose qu'ils acceptent, elle ne se poursuivra que s'ils acceptent de participer à des pourparlers de paix avec Moscou. C'est une note rédigée en avril qui est ressortie. Et c'est une nuance forte avec Trump, puisque lui ne parle pas d'arrêt de l'aide militaire américaine à Kiev. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur le général Kellogg et la mission qui vient de lui être confiée. En cas de désengagement des États-Unis, la France et le Royaume-Uni pourraient, selon Le Monde, prendre la tête d'une coalition pour aller aider l'Ukraine. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, selon vous, et est-ce que ça ne ferait pas passer, pour le coup, au statut de belligérant, Jean-Marie, de co-belligérant, Jean-Marie? Au statut de co-belligérant, certainement pas, parce qu'on ne va pas non plus rentrer dans une logique où ce sont des soldats français et britanniques qui affrontent des soldats russes. Donc ce ne sera pas ce cas de figure-là. Mais de toute façon, la coalition, elle existe, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a levé déjà une 60aine de milliards d'euros pour venir en aide à l'Ukraine. Donc simplement militairement parlant, on a d'abord les États-Unis eux-mêmes n'ont pas nécessairement la capacité d'armer l'Ukraine en quantité d'obus suffisante, par exemple, pour qu'elle résiste vraiment. Et nous, nos productions sont trop faibles. Donc, ça sera une vraie difficulté majeure pour l'Ukraine que de se trouver dans cette situation. Mais c'est vraiment la bouteille à l'encre, parce que ce que disait la personne qui vient d'être nommée par Donald Trump comme secrétaire général de la Maison-Blanche, enfin l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée, qui est une femme républicaine qui appartient à l'appareil républicain classique, et qui a dit une chose très simple, a dit de toute façon les uns et les autres peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, mais il n'y a qu'une seule personne qui sait ce qui va se passer ou qui sait ce qu'il va décider, c'est Trump. Et donc que ce soit le général X ou Y ou d'autres partis du paysage républicain, personne ne sait, ils avancent chacun leur position, dans des positions qui sont avancées. D'ailleurs, du côté des républicains, il n'y a pas que des adversaires de l'aide à l'Ukraine. Ce serait d'ailleurs normalement la position logique
logique du Parti républicain, historique du Parti républicain, que de défendre l'Ukraine. Donc, mais cela dit, c'est Trump qui va décider et qui va décider seul. Donc, et de ce point de vue-là, moi, je reste persuadé, mais c'est vraiment personnel, et donc ça ne repose pas sur de nouvelles informations. Mais comme on disait à l'époque du Parti communiste français, Donald Trump, dans ce qu'il a dit et fait lors de son premier mandat, et dit entre-temps, dit dans sa campagne, il est l'allié objectif de Poutine. Donc on verra bien ce que ça donne à l'épreuve de la paix qu'il veut imposer dans la région. Je voudrais ajouter une précision, parce que il y a des campagnes de désinformation pour faire peur aux opinions publiques européennes, notamment françaises ou britanniques. Dans l'article que vous citiez du Monde, l'article précisait, comme le New York Times, comme les autres journaux qui ont couvert cette affaire ces derniers jours, l'article précisait que, naturellement, les états-majors européens savent que s'il y a un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, il faudra une force internationale pour surveiller la ligne de démarcation. Ça ne sera pas une frontière, puisque tout le monde refuse l'annexion du Donbass et d'ailleurs de la Crimée aussi par la Russie. Donc, ça sera une ligne de cessez-le-feu. Bon, une ligne de cessez-le-feu, ça peut durer un siècle, hein. Vous avez une ligne de cessez-le-feu entre les deux Corées. Elle dure depuis plus de 70 ans maintenant. Donc, il y aura une ligne de cessez-le-feu. Cette ligne de cessez-le-feu, pour que les Ukrainiens éventuellement acceptent cet arrangement, il y aura des contreparties, mais il y a une contrepartie qui sera absolument incontournable et indiscutable. Il y aura une force internationale pour surveiller cette ligne de cessez-le-feu. Et ça, Trump et son entourage ont déjà dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains dans cette force internationale. Donc, il faut qu'il y ait d'abord, même en cas d'accord de cessez-le-feu, les Américains ont dit que ça sera aux Européens. Ils sont assez riches, ils ont des armées assez nombreuses, ça sera aux Européens de patrouiller et d'assurer la sécurité le long de ces 1200 kilomètres de ligne de cessez-le-feu. Mais il ne s'agissait pas d'envoyer des soldats français et américains pour participer au combat. Or, c'est ça, si vous voulez, qu'une forme d'information ultra rapide laisse entendre, et ce type d'information est exploité à des fins de désinformation, laissant entendre que « mais on est dans l'escalade, alors finalement, vous allez voir, hein, on va finir par envoyer des soldats français ou des soldats britanniques se battre contre les Russes aux côtés des Ukrainiens. » Non, ce qu'évoquait Le Monde et ce que tout le monde a évoqué il y a 3 ou 4 jours, c'est ça. S'il y a une force d'interposition, elle sera européenne. Et naturellement, pas uniquement Union européenne, mais naturellement, les Britanniques en feront partie. Et d'ailleurs, vous avez eu hier, avant-hier, ou il y a très peu de temps, des conversations entre Londres et Paris sur ce sujet. Et avant celle-ci, vous aviez eu des conversations entre Londres et Berlin sur cette question. Donc, naturellement, les états-majors se préparent. Merci Alain pour ce salutaire rappel, ce salutaire éclairage. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle, quant à vous, votre émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.